Hello les amis, bougez pas. Alors je suis pas à la maison, hein, donc ça va être un petit peu lent. Incroyable. Oh, une image, c'est fou. Ah oui, tiens, je me suis fait ça. Bonjour à tous. Alors, normalement, vous me voyez, vous m'entendez. Euh, Première question sur quand on étraîne un nouveau setup et un nouveau décor. Ce que vous voyez derrière devrait vous intriguer un petit peu. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Putain, je vous montre pas tout déjà. Et tous les articles, toutes les lignes qui sont déjà prêts. Oui, tout est good. Ouais. C'est qui stream? Oh, c'était trop beau. Ah voilà, c'est revenu. Oui, monsieur? Ouais, mais il y a des petites sautes là. C'est un petit peu instable. Nous sommes 9 sur le live? Non, c'est pas ici. Moi j'ai déjà 600 personnes, mais peut-être que chez toi vous êtes 9. Ça va le son? Bien? Ok, d'accord. Super. Alors, où on est? On est dans le studio d'MVP, hein, qui fait sa rentrée aujourd'hui, avec une tablette qui est éteinte, mais c'est normal. MVP qui fait sa rentrée aujourd'hui, et j'en suis très fier, avec plein de surprises. Parce que nouveau décor, et ça vous l'avez pas vu encore, il y a une petite photo vite fait qui a été stylée, qui a été postée en juin. Donc je suis devant le nouveau décor, je vous le montre pas, c'est la surprise. Et donc MVP qui commence à 10 h. Voilà, donc nouveau décor, nouvelle formule, on va toujours parler de... Alors MVP c'est... il faudra penser à retirer le compagnon The Event sur Twitch. King Julian, le compagnon The Event sur Twitch. Je l'ai pas là. C'est quoi un compagnon The Event sur Twitch? Quelqu'un peut me... C'est l'extension que tu as utilisée, d'accord. Et là, vous la voyez? Vous la voyez? Elle est là? Elle vous embête? Pourquoi compagnon du coup, si c'est extension? Et vous embête? Est-ce que vous la voyez avec les libs encore? Ah, putain, je suis perdu. Les libs? Ok. Dans à propos sur ta page? Ok, le plugin sur Twitch. La méchante extension, ok. Mais elle est encore active. Et est-ce que ça... Ah, les liens! Ah oui, les libres, je comprenais pas. Et d'accord. Et là, vous la voyez d'une manière ou d'une autre ou pas? Dans le stream? Parce que si vous m'en parlez, c'est que vous la voyez quelque part. Elle nous embête pas, c'est pas gênant. On voit si on passe la souris sur l'écran. Bon, ah oui, d'accord. Ok. L'extension. Ok, je m'en occupe. Là, je suis pas sur mon PC, je vais vous expliquer où je suis. Donc, je m'en occupe quand je rentre au setup tout à l'heure. Sam, enlever l'extension. Incroyable. Enlever. C'est fou, c'est ça qui est formidable sur Twitch, ce travail collaboratif pour améliorer. C'est toi ton fond. Enlever l'extension. Ah ouais, mais ça veut dire que vous allez l'avoir aussi pendant MVP, ça? Ok. Hmm. Elle est en surimpression sur l'écran, mais c'est pas bon du tout ça. Si on clique dessus, on tombe sur... Ah bah je vais l'enlever ça. Est-ce que j'ai besoin d'être sur mon setup à moi? Non mais je vais vous l'enlever, moi je suis un peu maniaque. De toute façon je vous l'ai lancé à 10 h, à 9 h il est 8 h 58. Je me rappelle plus comment on l'a... Comment on l'active et la désactive. Bon, je suis sûr qu'il y a des gens dans le chat qui ont fait le The Event en tant que streamer, notamment en distanciel. Bon, visible au survol. Oui, mais on va régler le problème. Est-ce que vous savez comment on le désactive, cette extension The Event? Qui était une nouveauté de cette année d'ailleurs. Qui a peut-être contribué à ce record de dashboard. Dashboard et extension. Ah, merci, Sugar, heureusement que t'es là. On le fait en direct, hein, c'est la magie du stream. Mes extensions, ok. Là, je suis dessus. Je la vois pas. Ah, aussi mes extensions. Ouh, on est en train de le faire en direct. Ok. Incroyable. C'est fou. C'est fou. Incroyable. Désactivé. Oh, incroyable. Vous vous rendez compte ce qu'on est en train de faire? Alors, normalement, grâce à la commu, on l'a désactivé. C'est fou! Mais quel ingénieur en informatique! Hein, euh, c'est comme si j'avais mangé un étoile, un rayou. C'est fou. Enfin, un peu aidé par la commune quand même. Alors, revue de presse exceptionnelle, courte, hein. Elle va être dense, on va cavaler, hein. Donc faut que j'arrête d'être bavard. Merci Sugar. Il reste juste à retirer le lien de la cagnotte dans la bio de la chaîne. Ouais, ça on va le faire, mais bon. C'était tellement bien qu'on fait durer un petit peu le plaisir. On atterrit en douceur du The Event, hein. C'est ce qu'on s'est dit
Lundi, quand on est revenu, vous savez, de Paris, qu'on a lancé un stream lundi après-midi de débrief de ce The Event incroyable, voilà, pour tout le monde, qu'on allait atterrir en douceur, qu'on allait en parler, continuer à en parler tranquillement, voilà, pour se rappeler les bons moments de ce The Event. Ça picote un peu dans le dos, là, j'ai un truc qui me le rappelle. J'ai retrouvé ma voix, ouais, quasiment. Lundi soir, c'était sympa aussi, avec le React Question pour un champion, qui était une nouveauté. Mardi, la revue de presse. Mercredi, mini revue de presse, donc dans le studio d'MVP, avec un magnifique décor qui est devant moi que vous verrez tout à l'heure à 10h. Et donc, quand il y aura MVP, c'est la nouveauté de cette année, donc MVP qui revient en matinée, en gros 10h, 13h. La même émission que l'an dernier, MVP, l'émission qui explore les voies professionnelles pour que chacun trouve la sienne. Tu es collégien, tu es lycéen, tu es étudiant, tu te demandes ce que tu voudrais faire plus tard, ce que tu pourrais faire plus tard, ou tu es déjà dans la vie active, mais te dis, mais est-ce que l'herbe ne serait pas plus verte ailleurs? Est-ce que j'aurais pas plus de plaisir dans un autre métier? Voilà. Et en fait, à chaque émission, 2 fois par mois, on explore les secteurs d'activité, les voies professionnelles, avec une bande de chroniqueurs incroyables. On va retrouver Ludovic B, notre spécialiste des métiers, qui est génial, avec qui j'ai fait toute la saison 1. Et puis donc lui, il a chaque émission, et puis des chroniqueurs qui tournent, qui viennent en fonction des envies. Il y a Flémillot qui dit: Salut, on est au lycée, on te regarde en cours. C'est juste magique. Ah tiens, d'ailleurs, j'ai pas mes docs ici. Attends, Ah bah si, on peut pas. Ok, c'est pas grave ça. En lycée? Mais donc du coup, je suis dans le cours? C'est incroyable. Il y aura Lou. Si je vous dis Lou, vous pensez à qui? Il faudrait le mettre au programme MVP, mais je suis carrément d'accord. Si je vous dis Lou comme ça, les habitués de Valorant, vous pensez à qui? Lou. Berlin, ouais. Lou Piot, ouais. Lou Piot, qui sera chroniqueuse ce matin. Pas non, pas Lou Boutin. Lou Piot, streameuse, passionnée de Valo, joueuse e-sport, casteuse, voilà, brillante étudiante. Je crois qu'elle est en train de finir ses études de sciences politiques. Et donc, Lou Piot sera avec nous ce matin, avec Ludovic B et avec l'ami Simon Puech, voilà, qu'on aime, qui est venu dans Sameplay, qui est un passionné évidemment de jeux vidéo, mais aussi d'information, dont je vous recommande la chaîne. Donc, nos 3 amis vont me rejoindre à 10h. Donc là, je suis sur le plateau de MVP, qui est devant moi, que vous ne voyez pas dans un petit coin. C'est écrit au-dessus, hein. MVP. Et à 10h, je dirai à la régie qu'ils sont incroyables, ils sont en train de m'écouter là. On va dire, mais putain, le vieux, on comprend rien ce qu'il dit là. Je me suis réveillé à 4h. À 10h, je dirais, les gars, c'est parti, MVP. Jingle, ok. Je me lève, je fais trois pas, et on est sur le décor de MVP. Est-ce que c'est pas fou? Est-ce que c'est pas la télé? Voilà. Alors, vous verrez, le propos sera un petit peu hasardeux et un peu flou, parce que voilà, je me suis levé très très tôt ce matin pour travailler sur l'émission. À la fois sur alors cette émission MVP où on va beaucoup parler du temps de travail. Vous savez, ce qui a provoqué la colère, notamment qui va s'exprimer aujourd'hui dans la rue avec cette journée de mobilisation du 10 septembre, c'est notamment la suppression des 2 jours fériés. Voilà, bon, il se trouve que le gouvernement Bayrou a sauté. On a un nouveau Premier ministre ce matin, on va en parler. Je vous montre l'image. Voilà, donc ça, on va en parler. Et donc, à l'origine de ce mouvement de colère, il y a notamment la suppression de 2 jours fériés. Et la question du temps de travail, finalement. Et bien, ce matin, on va parler beaucoup du temps de travail. Est-ce qu'il faut travailler plus? Comme le disent certains. Est-ce qu'il faut travailler moins? Est-ce qu'on peut pas aller vers la semaine de 4 jours, etc. Donc on va avoir un débat comme ça. Et puis il y a un gros débat chaque jour dans MVP, mais il y a aussi plein de chroniques avec des à la une qui sont des histoires d'actualité dont on doit trouver la fin, avec des ma vie pro de merde. Oui, mesdames et messieurs, oui, oui, ça n'est pas votre vieux streamer préféré qui dit n'importe quoi. Nous avons un nouveau rendez-vous dans MVP qui est ma vie pro de merde. Ouais, ouais. C'est-à-dire que on demande à ceux qui nous regardent de nous raconter sur les réseaux de MVP, sur Insta et sur X, notamment, leurs pires anecdotes de boulot. Voilà. Et on en a quelques-unes, et on va les lire ensemble. Et puis, ah, c'est affreux, ça, je suis agent de sécurité, le code de travail n'existe pas, semaine de 60-70 heures, des pauses qui n'en sont pas. Ok, bah si Freenon, ça c'est pas très faire ça. Voilà. Donc voilà, et puis nouveau studio, nouvelle rubrique, voilà. Des petits jeux. Hmm, Peut-être qu'à un moment il y aura une compétition de mimes entre nous. Ouais. Hmm. Et puis à midi, bon, peut-être 11h45, l'invité MVP, le gros invité, hein,
de l'émission. Et cette semaine, c'est Michou. Michou qui vient de lancer sa dernière vidéo sur YouTube là, dans un aéroport. Comment ça s'appelle déjà? Il y a Dwagby, il y a Cocotte, il y a Inox, j'ai vu Bailan, il y a Nico. Le premier épisode vient de sortir, ce sont 4 épisodes, je crois. Terminal, voilà. Je l'ai regardé ce matin, d'où le réveil à 4 heures du matin, parce que tu reçois pas un invité sans avoir vu ce qu'il faisait. Et donc on reçoit Michou à 11h45, on va parler de tout ça. Et de et de son parcours, puisque l'interview MVP, c'est le retour sur le parcours pro de quelqu'un de la naissance à aujourd'hui. Voilà, terminal exactement. Bon alors, Michoul, c'est le propriétaire du cabaret, bien sûr, celui-là. Voilà. Les amis, alors on va faire une revue de presse très rapide ce matin. Belle Calvas, tu sais ce qu'elle dit, ma Calvas, insomniaque? Tu vois le gros bandef qui va arriver dans ta petite tête d'insolent là? Tu- tu l'as vu la Calvas, mais est-ce que tu l'as vu le bandef? Tu l'as vu arriver ou tu l'as pas vu arriver? Hein? Qu'il est bête! Qu'il est bête à chercher la violence comme ça. C'est fou ça. Donc on va faire une revue de presse très rapide parce qu'on n'a qu'une heure. Ben, dans une heure, fin de la revue de presse. Voilà. Il paraît de le Cornu, je pense. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est trop. Marie Marmotte, je sais. Je sais pas vous, mais je suis encore en dépression post-The Event. Merci Samuel d'être là pour nous monter le moral. On est tous en dépression post-The Event. Alors on va lancer le sommaire tout de suite, mesdames et messieurs. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour le sommaire de la revue de presse express d'une heure de ce mercredi 10 septembre, avant de retrouver MPP? Est-ce que vous êtes prêts pour ça, bande de beaux gosses? Vie? Ah bah c'est parti. Bon alors on va parler de la journée du 10 septembre bien sûr, mais on va parler alors ça je m'y attendais pas, du nouveau Premier ministre, parce que hier on s'interrogeait, mais alors combien de temps le président Macron va-t-il mettre pour nommer un nouveau Premier ministre, hein? Puisque vous savez que il aime avoir la maîtrise du temps, comme tous les présidents de la cinquième d'ailleurs, être ce qu'on appelle le maître des horloges. Et je pensais vraiment que ça mettrait plus de temps que ça. C'était une des questions qui était posée ce matin. Est-ce que ce sera quelques jours, quelques semaines? Bon, il y a une petite urgence, il faut quand même un budget pour la France. Et ça a été super rapide. Donc c'est Sébastien Lecornu, qui était jusqu'ici ministre des Armées. Voilà. Ah, hop, excusez-moi. J'ai réservé un taxi pour la famille ce matin pour aller chez le médecin. Rien de grave, j'envoie la capture d'écran parce que pendant tout ça, la vie familiale se poursuit. Hop, c'est important ça. Touk, touk, et touk, et touk. Voilà. Donc on l'a. Un négociateur à Matignon, donc les journaux comme Le Parisien se penchent un petit peu sur le... Peut-on dire que Macron est devenu nominateur précoce? Je ne relèverai pas ce commentaire, Lord Tistou. Donc, les journaux se penchent sur le profil de M. Lecornu. Qui est-il? D'où vient-il? Où va-t-il? Voilà. Pourquoi a-t-il été nommé? Donc, on est sur un macroniste venant de la droite, hein, de la droite traditionnelle. Donc, loin des espoirs d'une certaine gauche socialiste et écologiste de voir l'un des leurs nommé à Matignon, hein, parce qu'il faisait pression sur ça. Hein, je vous résume les textes, les positions de chacun. LFI, la France Insoumise et le RN plutôt pour de nouvelles élections législatives, voire une démission du président, et les socialistes et les écologistes visant Matignon. C'est raté, il a nommé plutôt un homme de droite. On se penchera là-dessus avec le Parisien. C'est l'analyse de Libération également. Macron en défense, venu de la droite, le macroniste d'adoption. Donc le Cornu, je n'invente rien, qui a survécu à 7 remaniements depuis 2017, a été nommé mardi soir à la tête du gouvernement. C'est tombé hier soir, Sébastien Lecornu, Premier ministre. On ne change pas une équipe qui perd. Excellent. Trop fort, Libération. Voilà. L'Humanité, donc journal qui ne cache pas être un journal engagé à gauche, dit que à peine nommé, il est déjà sur une poudrière, hein, le nouveau Premier ministre. Cette poudrière, c'est cette journée du 10 septembre. Pas d'état de grâce pour Lecornu. Un petit édito pour regretter ce choix. L'Humanité trouve que c'est vraiment la pire idée d'avoir nommé ce monsieur à Matignon. Et un coup de projecteur, je pense que ça vous intéresse, sur le mouvement du 10 septembre, qu'on appelle aussi le mouvement Bloquons tous,
Aujourd'hui, naît sur les réseaux sociaux la mobilisation qui vise à bloquer le pays, bloquons tout, hein, vise à bloquer le pays ce mercredi au lendemain de la démission de Bayrou, sera difficile à mesurer. Donc oui, oui, bloquons tout, pas bloquons tous, je pense que j'ai fourché, tu as raison. Est-ce qu'on sait déjà où il va se prendre la corne le cornu? Je ne sais pas encore. Ouais. Sam, as-tu vu les stats de la manif? 80 000 policiers, ça fait 0,8 policiers par manif. 80 000 policiers, t'es sûr? On ira voir ce chiffre. Ça fait beaucoup 80 000 quand même. Ok, ok. Donc on verra ça. Puis je vous demanderai si à votre avis la mobilisation va être forte. Alors, je vais très vite. Je vous ai trouvé un petit article dans le Figaro, je trouve intéressant sur... mais qui est responsable de cette crise politique? Qui est responsable de cette crise politique aujourd'hui en français? Moi, je vous parle au quotidien de cette crise politique, hein, un fossé qui va grandissant entre les Français et leurs représentants. Euh, avec des Français qui se retrouvent de moins en moins dans leurs représentants politiques. Des Français qui sont de plus en plus lassés de ce spectacle. Qui est responsable de cette crise? Eh bien, ce monsieur, qui est Guillaume Drago, qui est un professeur de droit public, dit ben, c'est en grande partie le président Macron. Donc on lira cet article que je trouve intéressant. Dans, dans les débats en ce moment, il y a la question de la fiscalité. Bon, les caisses sont vides, la dette est énorme, la charge de la dette en France ne cesse de croître. Donc, d'ailleurs, Bayrou a sauté sur ça parce qu'il demandait la confiance du Parlement sur un plan d'économie. Donc, ce débat sur la dette, il a des conséquences politiques. Et donc, la Croix pose la question ce matin, est-ce que les plus riches payent assez d'impôts en France? À l'heure de la crise politique et budgétaire, la question de la justice fiscale revient au premier plan. Voilà, donc on lira ce dossier. Quand je dis on le lira assez vite. Puisqu'à 10 heures, je vous abandonne, enfin je vous abandonne, on passe à MVP, justice fiscale, comment faire contribuer les plus riches. Le débat, c'est vraiment les plus riches. C'est pas les aisés, comme dit MMG, mon ami MG dans le chat, c'est vraiment les ultra riches. Le débat n'est pas tellement sur est-ce qu'on doit accroître la pression fiscale sur les petits riches, les moyens riches, les gros riches, c'est vraiment sur les ultra riches. Le débat il porte là-dessus, notamment avec la taxe Zuckman par exemple. La Croix lance le débat. J'aurai pas le temps de vous le dire, je vous le dis très très vite. Il y a des inquiétudes aux Parisiens, le journal Le Parisien, qui pourrait changer de main. Le Parisien qui appartient actuellement à un milliardaire qui s'appelle Bernard Arnault. Voilà. Et Bernard Arnault serait, selon l'Humanité, en passe de vendre Le Parisien, qui est un journal important, qui a une ligne éditoriale particulière, à un autre milliardaire, soit Daniel Kretinsky, soit Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, qui a déjà racheté le groupe Canal+, qui a CNews, qui a Europe 1, voilà. Des achats qui se sont traduits par des départs massifs des journalistes, que ce soit à iTélé, ancêtre de CNews, ou à la rédaction d'Europe 1, qui a été quasiment remplacée à 99%, avec une ligne éditoriale très droitière. Et est-ce que le Parisien va être racheté par Bolloré? Alors là, ça donnerait un pouvoir médiatique à Vincent Bolloré encore plus important, avec une ligne éditoriale qui est très 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 à droite. Ça, je ne savais pas ça, je l'apprends dans l'UMA. Et puis, si on a le temps, on ira voir la bande-annonce d'un film dont tout le monde parle, mercredi, jour de... Merci Moulbit pour le soutien. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas mis le fil d'actualité, attendez, je l'actualise. Tac, 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 tac. Et tac, 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 voilà. Donc, on y est. Merci Moulbit pour le 22e mois. Merci Rick Cool, j'avais pas vu, 23. Merci Enimag pour les soutiens. Merci Pauline, j'adore ce prénom, pour le 48e mois. Merci Sauce Bauer, pardon, je vous avais pas vu, parce que c'est pas mon setup. Merci Sauce Bauer pour le soutien. Merci Malcrime. Merci Ileana de la Yacht, très joli. C'est quelqu'un qui vient d'une famille noble. Et donc, tout le monde parle de ce film. Pauline, c'est un beau prénom de garçon? Hein, quoi? C'est pas un prénom de garçon, Pauline, si? Et donc, il y a un film qui a été tourné au Maroc, qui s'appelle Sirat, qui est un film espagnol. Et tout le monde dit que ce film est incroyable. Donc, si on a le temps, on ira voir la bande-annonce. Voilà. Sachant qu'on a 45 minutes pour faire tout ça. On a 45 minutes pour faire tout ça. Mais bon, pour un petit setup improvisé qui se lance pour une première fois, c'est pas mal, hein? Est-ce que vous êtes prêts pour la revue de presse?
À 10h MVP, on a 45 minutes d'actu. Ok, bon, on a quand même un nouveau Premier ministre. On speedrun les news. Let's go, c'est parti. Je n'ai jamais lancé une revue de presse après aussi vite. Jamais, jamais. Ah mais non, mais je vais trop loin là. Le Népal, non, mais vous êtes quelques-uns à me parler du Népal. J'ai rien, mais je chercherai. Maintenant que vous m'avez alerté sur le Népal, ok. Demain matin, on aura une revue de presse de 3-4 heures, on prendra le temps. Ok, let's go. Donc voici le nouveau Premier ministre de la France. Bon, je m'en fiche, de toute façon, moi, ce que je vise, c'est l'Elysée, c'est pas Matignon, donc... Merci coûte que coûte, merci Jeannot pour les 5 abonnements offerts à la commu. À 39 ans. Mais c'est tellement jeune. 39 ans. 39 ans. Le ministre des Armées a été nommé hier soir Premier ministre par Emmanuel Macron. Il sera chargé de consulter les partis en vue de bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois. Bon, c'était déjà la mission des Premiers ministres précédents. Ça n'a pas trop marché. Aïe. Oh, il y a un petit chien. Bah. Un petit peu d'ambiance. 39 ans. Est-ce que c'est pas un des plus jeunes premiers ministres de la France? Attendez. Alors, Fabius avait été très jeune, plus jeune. Premier ministre. France. Attal, mais Attal n'a pas été Premier ministre, si. Bon, j'ai raté un truc. Merde. Attal était Premier ministre? Moi, j'ai perdu le fil des ministres. Il a été Premier ministre, Attal? Merde. Sérieux? Ah, moi, j'ai perdu le fil, moi. Il a été Premier ministre. Mais combien de temps? Ah ouais, 34 ans. Mais combien de temps? Mais 15 jours? 34 ans, c'est le plus jeune, ouais. Mais combien de temps? Avant la dissolution? Oh, j'avais zappé, moi. Il y avait Fabius. Fabius, je me rappelle, à mon époque, c'était le plus jeune à l'époque. Fabius, il avait quel âge? 37 ans. Longtemps, Fabius a eu le record, en fait, du Premier ministre le plus jeune. 37 ans. Et vous me dites combien Attal? Incroyable. Combien Attal? 34 ans? Incroyable. Ok, d'accord, ok. Ça change trop souvent. Instabilité ministérielle, c'est un des problèmes d'ailleurs. Ok. Quelle sera la mission de Sébastien Lecornu? S'interrogent les journaux ce matin. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Attendez, je vous remets le chat. Je suis pas sur mon setup, donc j'ai pas l'habitude. Négocier et apaiser. Sébastien Lecornu vient d'être nommé septième Premier ministre d'Emmanuel Macron. Excusez-moi de perdre le fil. Hein, excusez-moi. Le chef de l'État, avant, un Premier ministre sous la cinquième, ça durait, je sais pas, 2-3 ans. Minimum, quoi. Maintenant, c'est quoi je crois que c'est 6 ou 7 mois maintenant. La durée moyenne d'un Premier ministre sous Macron. Donc il vient d'être nommé Premier ministre, le chef d'État lui a fixé une mission, bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois. Le nouveau locataire de Matignon peut donc prendre le temps de consulter, c'est même nécessaire, consulter. Rien ne sert de se précipiter pour nommer des ministres, alors qu'il faut surtout bâtir des compromis et parvenir à constituer un accord de gouvernement. Bon, l'Assemblée est éclatée, vous savez, c'est compliqué de trouver des accords avec des partis qui ne s'entendent pas très bien. La société, c'est nous, fatigués de cette crise politique démocratique qui s'éternise depuis des mois, demande de la stabilité et de l'apaisement. Est-ce si difficile d'avoir un gouvernement qui tienne plus d'1 an en France? Oui, bah oui, moi oui, je suis d'accord. Est-ce que c'est si compliqué de parvenir à une union nationale pour faire redémarrer un pays de plus en plus bloqué? Bah manifestement les partis ont un petit peu de mal, oui, à se parler, à s'entendre, oui. On n'a pas cette culture en France de la coalition, de la discussion entre partis. On était dans un fait majoritaire avant, c'était gauche, droite, un coup c'est moi, un coup c'est toi. Il y a certes un budget à constituer, mais tant d'autres réformes attendent sur la table pour améliorer le quotidien de millions de gens. Enfin, les Français veulent moins de bruit. Sébastien Lecornu réussira s'il parvient à apaiser et dialoguer. Dans un monde politique si clivant où les insultes et les clashs sont devenus légion, le Premier ministre se distinguera en faisant preuve d'humilité, en proscrivant les coups de menton, les rodomontades, joli mot, et les débauchages individuels. Bon, voilà ce qui est attendu. Voilà. Alors c'est pas la première fois qu'il est attendu, pressenti à ce poste. Je crois que c'était la 3e fois qu'on l'annonçait. Bon, il est nommé donc. Alors le Parisien nous dit que pour le gouvernement, pour les autres ministres du gouvernement, il faudra attendre un petit peu. Voilà. Les lourds dossiers sur le bureau, les voici.
faire adopter un budget. Bah, le budget, c'est les dépenses et les recettes d'un pays, donc c'est un petit peu important. Donc le Parisien nous rappelle que c'est son plus gros défi et c'est le plus urgent, hein. Des crédits pour la défense. Voilà, la défense qui prend une autre dimension avec la guerre en Ukraine. Et puis d'autres textes en cours. L'accord de Bougival qui doit mettre un terme à la crise institutionnelle en Nouvelle-Calédonie, mais c'est un peu compliqué. Mhm. C'était notamment Manuel Valls qui était sur ce dossier. Le texte contre la vie chère dans les Outre-mer. Le projet de loi sur l'organisation des JO et Paralympiques d'hiver 2030. Et plein d'autres choses, quoi. Mhm. Alors, pour plusieurs journaux, c'est pas, c'est pas un top choix. Le Cornu, hein, Libération fait partie de ces journaux qui est un petit peu déçu. Venu de la droite, le macroniste d'adoption, Le Cornu, qui a survécu à 7 remaniements depuis 2017, a été nommé mardi soir à la tête du gouvernement. Immobilisme. Alors, un édito, vous êtes habitué de la revue de presse, vous savez ce que c'est. C'est un article un peu particulier où le journaliste donne son avis. Là, c'est Paul Quignot qui le signe. Immobilisme. La troisième fois aurait été la bonne. Le nom de Sébastien Lecornu, fidèle parmi les fidèles de Macron, avait circulé pour remplacer Gabriel Attal. Vous aviez raison, il a été Premier ministre. Avant que François... Je vais quoi de m'oublier, moi. Avant que François Bayrou lui torde le bras avec au bout le succès que l'on connaît. Quel signe y voir, sinon, de l'immobilisme, celui d'un chef d'État qui persiste et signe dans sa volonté de ne rien changer de fondamental, et qui ne mesure pas vraiment le degré de la crise politique qu'il a ouverte par son incompréhensible dissolution en juin 2024. Le timing de la nomination de Sébastien Lecornu à la veille d'une journée qui pourrait signer les prémices d'une crise sociale qui viendrait s'ajouter à la crise politique, la journée aujourd'hui de mobilisation, hein, bloquons tout, laisse songeur. Certes, il a été reproché au chef de l'État de prendre précédemment un petit peu trop de temps avant de choisir son chef de gouvernement. Moi, je pensais vraiment que ça prendrait plusieurs jours. Je suis un peu surpris d'ailleurs de ce choix, qui est un choix de continuité, et qui n'est pas un choix d'ouverture, notamment à la gauche, se fasse à la veille d'une journée de mobilisation sociale. Je suis comme le Libération, je m'interroge. Bon. Mais le signal envoyé « on change sans que rien ne change » ne pourra être que mal compris par ces Français qui regardent depuis des mois défiler les premiers ministres, au mieux dans l'indifférence, au pire dans la colère, avec la conviction en tout cas que cela ne changera rien à leur quotidien. Le profil plutôt discret de Sébastien Lecornu n'est pas en cause. La Libération n'a rien contre M. Lecornu, nous dit Libé. Son sérieux comme ministre de la Défense a été apprécié, hein, chez les militaires, qu'on appelle la grande muette. Il faut bien sûr attendre de connaître la composition de ce gouvernement pour mesurer le surplace que cette nomination risque de symboliser. Hein, on va pas... Libé dit on va juger le gouvernement quand il sera nommé. Hein, on peut avoir des surprises. Mais tout de même, écrit Libé, il est difficile de l'imaginer bousculer un président qui en a pourtant besoin. Son arrivée donc de Lecornu à Matignon révèle qu'Emmanuel Macron manque cruellement d'oxygène. Face à la crise, il se recroqueville dans un espace politique qui chaque jour ressemble de plus en plus à une cabine téléphonique. Ça tire à balles réelles du côté de Libé. L'espace politique du président Macron qui se ressemble de plus en plus à une cabine téléphonique. On attendait le mai, mais oui, bien, oui, tu as raison. Il a pourtant besoin d'espace, de se redonner des marges de manœuvre, mais non, en nommant Sébastien Lecornu, le chef de l'État confirme qu'il lui est impossible de retirer les normes œillères qui l'empêchent de regarder vers la gauche. Parce que rappelons que les socialistes et les écologistes, qui sont là donc, par là, eux, ils disaient, ben nous, en fait, on estime qu'on a gagné les dernières législatives, donc il faut nous nommer à Matignon. Bon, le RN dit pareil. Voilà. Bon, et M. Lecornu n'est pas vraiment un homme de gauche. En nommant Sébastien Lecornu, le chef de l'État confirme qu'il lui est impossible de retirer les normes œillères qui l'empêchent de regarder vers sa gauche, peu importe ce qui se passe autour de lui. C'est intéressant, hein. Bon, c'est le regard de Libération là-dessus. Voilà. Libération qui évoque aussi les réactions de l'opposition, assez froides, hein, assez froides. On verra ça. Alors, l'Humanité se penche également sur ça, mais en évoquant cette journée de mobilisation d'aujourd'hui. La journée du 10 septembre, hein, la journée bloquons tout. Lecornu, donc, à peine arrivé déjà sur... merci Knacto pour le Prime. Merci encore Jeannot pour les 5 abonnements de tout à l'heure. À peine nommé, il arrive sur une poudrière, dit Luma, sur une journée de mobilisation. Né sur les réseaux sociaux, des appels à bloquer le pays ce mercredi contre la politique d'austérité ont essaimé. L'affront de la nomination du nouveau Premier ministre, bon, qui a un profil de droite, hein,
jette de l'huile sur le feu. Alors, est-ce que cette nomination va attiser la colère? C'est ça la question que pose l'UMA. Pas d'état de grâce pour le cornu, voilà, et un édito très fâché de l'UMA contre le président Macron. Rosa Moussaoui écrit: des tréfonds du pays sourd une colère irrépressible. Mais Emmanuel Macron ne veut rien entendre. Ne veut rien entendre. Oh, la liaison. En nommant à Matignon un fidèle du premier cercle, Sébastien Lecornu, à la veille d'un mouvement social qui crie le rejet sans appel de sa politique d'austérité, le président de la République choisit de laisser sombrer le pays dans une crise de régime doublée d'une grave crise sociale. Le message est clair, il n'entend aucunement changer de cap, son 7e Premier ministre est le représentant de l'aile la plus à droite de la minorité présidentielle, quelqu'un le dit dans le chat un instant, et c'est pertinent, enfin c'est très juste, je l'ai vu, je remonte, ça parlait du RN. Ce n'est pas une fake news. Tu as raison, mais je ne retrouve plus ton message. Voilà, profil d'extrême droite qui déjoute avec le RN. C'est Mad Meg qui dit ça. Pourquoi Mad Meg dit ça? Ben oui. Parce qu'effectivement, il n'y a pas longtemps, je crois que le monsieur a déjeuné avec Marine Le Pen et avec Jordan Bardella, quoi. Et puis, ça lui a été reproché par certains, et il a dit, mais moi je parle avec tout le monde. Voilà. Donc, l'UMA écrit, un homme apprécié du RN qui loue sa courtoisie, formé à l'UMP de Nicolas Sarkozy, et de ses obsessions sur l'identité nationale. Donc on est sur un homme de droite. Sa mission, selon l'Humanité, et vous êtes plusieurs à me rappeler depuis le début du stream qu'il était contre le mariage pour tous. J'espère qu'il a changé d'avis là-dessus. Il a manifesté contre le mariage pour tous? Il y a Alpaga qui me dit il parle avec tout le monde, mais surtout avec la droite et l'extrême droite. Il a manifesté? Non, quand même pas, si. En tout cas, il s'y est opposé, quoi. Ok. Donc sa mission pour l'UMA, continuer à brader les biens communs, à dilapider l'argent public en cadeaux fiscaux aux plus riches. Défait aux dernières élections législatives anticipées, Emmanuel Macron est le visage d'une oligarchie capitaliste qui n'a jamais hésité à renier la démocratie quand ses privilèges sont menacés. Il est le représentant d'une classe de cousus d'or. C'est le titre de l'édito, cousus d'or. Merci, juste un mec bien pour ton prime. Il est le représentant d'une classe de cousus d'or réfractaire à tout partage des richesses et des pouvoirs, barricadé derrière la défense d'intérêts de classe sur lesquels ils n'entendent rien céder. Le vacillant pouvoir dont la politique en France consiste à dépouiller ceux qui ont peu pour exonérer les plus riches et protéger leur opulence ne tient plus qu'à un fil, son bilan est calamiteux. Merci Marco Venkip et bisous à la famille, vous êtes incroyable. Depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée en 2017, le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté a bondi de 14%, elles sont près de 10 millions. Dans le même temps, la fortune cumulée des 500 plus riches du pays a doublé, passant de 500 milliards d'euros à 1170 milliards d'euros, soit l'équivalent de 44% du PIB. La France est devenue la championne d'Europe des dividendes versés. La moitié des 150 milliards de bénéfices du CAC 40 filent dans la poche des actionnaires. Une infime minorité capte une part croissante de la richesse nationale. C'est intenable, ces inégalités abyssales, indécentes, la France patrie de l'égalité ne les tolère plus, et sa colère est prête à déborder, quel que soit le nom du locataire de Matignon. Ouais. Voilà, le regard de l'humanité sur cette nomination. Alors, on parle depuis tout à l'heure de cette journée, alors parlons-en de cette journée bloquons tout du 10 septembre. À votre avis, grosse mobilisation, petite mobilisation? Née sur les réseaux sociaux, la mobilisation qui vise à bloquer le pays ce mercredi au lendemain de la démission de Bayrou sera difficile à mesurer. C'est un article des Échos. Il y a tous les journaux en parlent ce matin. La Croix en parle. Mais j'ai trouvé que celui des Échos était pas mal. Alors vous dites quoi? Vous dites gros bide, vous dites pas grand chose, vous dites petit flop, petite mobilisation, ça va flop, petite. À mon avis, ce sera un flop, énorme bide. GG le cornu, ah ça c'est autre chose ça. Ça va rien changer. J'attends la fin de la revue de presse et je vais manifester. Ok. Oui, c'est vrai, t'as raison, on dirait les mecs qui parlent du The Event avant, ouais. Euh, Telegram, Signal, Facebook, TikTok, une multitude de boucles et de groupes sont nés sur les réseaux cet été avec pour objectif d'organiser ce blocage de la France ce 10 septembre. Ce mercredi, il s'agit pour ce mouvement national citoyen et sur le net, c'est intéressant, de passer de la parole aux actes.
Même si a été entreprise la construction interactive d'une carte des initiatives, ce mercredi pourra réserver des surprises. Le profil des manifestants sera regardé de près pour voir si Bloquons tout dépasse le cercle des sympathisants de la gauche radicale. Selon des enquêtes qui ont été menées, une en particulier, le profil des gens qui appellent à la mobilisation aujourd'hui sur Internet, parce que vous savez, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de parti, même si des partis l'ont rejoint. Au début, on a eu l'impression que ça partait à la fois de la gauche radicale et de l'extrême droite. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'essentiel des comptes sur les réseaux qui appellent à cette journée sont des gens plutôt de la gauche dite radicale, pour faire simple, notamment de LFI. Voilà. La question c'est est-ce que ça va aller au-delà? L'ampleur de la participation, c'est la question qu'on pose ce matin. Vous entendez ou pas? C'est des petits tests de jingle MVP. Vous entendez la petite musique là? C'est parce que je suis devant le plateau là. Pas fort. Ok, bon. Oui, ils s'en foutent que je fais une revue de presse sur l'avenir de la France, hein. Ça balance des jingles. J'adore. Alors, quelle participation? L'ampleur de la participation à ce mouvement. Ok, d'accord. On vous entend en plateau, hein. Bon, c'est pas grave. Bon, les amis, les enceintes sont allumées. Je sais pas en régie si vous m'entendez, mais les enceintes en régie sont ouvertes, donc tous vos tests de son, là, je les entends. C'est pas grave, hein, je suis un vieux machin, je m'adapte à tout, mais vous, vous spoilez l'émission, là. Je vois un peu de calme. Donc, l'ampleur de la participation de ce mouvement sera difficile à mesurer du fait d'une organisation totalement décentralisée. Non, ils m'ont pas entendu, ils s'en foutent dans un carré du vieux. Oh! Je vais gueuler, je vais faire mon vieux. J'aime bien râler, j'aime bien râler, j'aime bien râler. Ça va tout vous spoiler. Donc vous avez entendu toute l'émission là. Ce qui est génial, c'est que je suis à 2 mètres de la régie. Donc la mobilisation, bordel. Difficile d'imaginer pouvoir, dès aujourd'hui, mesurer l'impact de la première, si tant est qu'il soit significatif. C'est donc l'affluence dans la rue qui sera le plus scrutée, sachant que le mercredi n'est pas forcément un jour propice à la mobilisation. Voilà. L'ampleur de la participation de ce mouvement sera difficile à mesurer du fait d'une organisation totalement décentralisée, sans aucun chef d'orchestre ni leader au porte-parole, mais aussi parce que 2 modes d'action sont envisagés. Il y a ceux qui plaident pour une grève de la consommation, hein, du zéro dépense à l'absence d'utilisation de la carte bancaire. Comment on va mesurer ça? Et il y a ceux qui plaident pour des manifestations et de rassemblement. Vous êtes plutôt nombreux à dire que... L'émission est en train de se préparer, donc il se passe des choses derrière moi. J'espère qu'à un moment, il va... j'espère qu'à un moment, il n'y a pas un gars qui va... Navigation privée, Navigation privée, ça fait peur, hein. Il y a un monde où la chaîne ferme, hein. Il y a un gars en régie qui est parti en navigation privée. Il y a un monde où je vais me faire ban def, quoi. Si à un moment vous voyez quelque chose derrière moi qui va pas, vous me dites. Nom de Dieu. Alors 2 événements pourraient peser sur la participation. Le premier, ce sont les déclarations de Jean-Luc Mélenchon en soutien au 10 septembre qui ont fortement politisé l'image du mouvement et ont pu décourager certains. La deuxième, c'est la démission de François Bayrou. Le mouvement pourrait satisfaire d'y avoir contribué. Il n'a pas été pour rien dans la décision du Béarnais de choisir le 8 septembre pour demander un vote de confiance. Donc le fait que Jean-Luc Mélenchon se soit vraiment associé à ce mouvement peut éventuellement retirer des gens de la rue, des gens qui sont pas proches de la France insoumise, et le fait que Bayrou ait sauté, ben, il y a peut-être des gens aussi qui vont dire c'est bon, on a obtenu la tête de Bayrou, ça ira bien pour l'instant. Voilà. Donc à suivre. Véronique Reissou, spécialiste de l'étude des réseaux sociaux, n'est pas d'accord avec l'analyse. Elle dit les internautes ont zappé le Premier ministre. Pour eux, il est déjà parti. Ce qui est réclamé désormais, c'est le départ d'Emmanuel Macron.
Voilà. Alors, a priori, la participation s'annonce limitée si on en croit qui les services de renseignement. Merci non Max pour le troisième mois. Merci John Two. Merci Signatem. Merci tous les trois. Il y a quelques jours, il tablait sur 100 000 participants pour ce mercredi. C'est pas rien, hein. Oui, on a vu le nouveau Premier ministre CRSO, on en a parlé tout à l'heure. Ce serait 3 fois moins que lors de la première journée de mobilisation du mouvement des Gilets jaunes. 100 000, c'est quand même beaucoup, je trouve, mon enfin bon. Voilà. Donc à suivre, vous savez quoi? On se retrouve demain matin pour faire un bilan de cette journée du 10 septembre. Je sais pas. Tiens, est-ce qu'on a le temps de faire un sondage 9h30? Allez, un petit sondage vite fait. Vite fait. Est-ce que vous... Ah ouais, c'est en train de liquer toute l'émission derrière. Question. Allez-vous... soutenez-vous... Tiens, on va faire plusieurs réponses. Euh... Ouais, c'est bien. Soutenez-vous cette journée. C'est bien ça. Aucun sondage n'est parfait, mais soutenez-vous cette journée de mobilisation. C'est la démocratie directe, je vous demande. De toute façon, c'est comme ça qu'on gouvernera quand je serai à l'Élysée. On fera des référendums sans arrêt. Je vous demanderai votre avis sur les trucs. Oui, non, je ne sais pas, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un avis aussi, hein. Parfois, on peut prendre le temps de la réflexion. Je ne sais pas. Voilà, vous avez 2 minutes. C'est parti. Voilà. Au boulot, mais je soutiens. Bah oui, vous pouvez soutenir sans forcément manifester, hein. C'est pour ça que je vous demande la question du soutien, quoi. Voilà. Euh, Parmi les questions qui se posent en ce moment dans le débat politique, il y a la question de l'imposition des plus riches, des ultra riches pour être précis, des gens très 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 riches. C'est le débat sur la taxe Zuckman. Et ben c'est la une de la Croix ce matin, pendant que vous êtes en train de voter là, sur la journée de mobilisation. Les plus riches payent-ils assez d'impôts en France? À l'heure de la crise politique et budgétaire, la question de la justice fiscale revient au premier plan, nous dit la Croix. Les promoteurs de la taxe Zuckman, dont on a beaucoup parlé ici, hein, c'est quoi, c'est 3%? Non, 2, pardon, 2% chaque année sur l'ensemble du patrimoine des ultra ultra riches. On parle des gens qui ont des patrimoines de plus de, je sais plus combien, le chiffre est gigantesque, c'est combien? C'est en centaines de millions d'euros. Zuckman, les amis, c'est combien? Voilà, c'est plus de 100 millions d'euros. Bon, pas très nombreux dans le chat, je pense à être concernés, hein. 2% de taxes sur les patrimoines chaque année de plus de 100 millions d'euros. Les promoteurs de la taxe Zuckman sur le patrimoine des grandes fortunes, donc, c'est pas les riches, c'est les ultra riches, dont je suis bien sûr, depuis que je suis streamer, ce qui est une évidence, hein, créateur de contenu, influenceur, tout ça, vous savez quoi. Les promoteurs de la taxe Zuckman mettent notamment en avant le creusement des inégalités dans un pays comme la France. Le mouvement Bloquons tout, qui menace de paralyser le pays, est aussi le signe d'un appel à un meilleur partage des richesses. Lisons rapidement ce dossier. En proposant 44 milliards d'euros d'efforts budgétaires, est-ce que Bayrou n'a pas surestimé la capacité des Français, s'interroge Lacroix. Il a en tout cas été d'autant plus mal compris que les efforts demandés semblaient déséquilibrés, portant principalement sur le monde du travail plutôt que sur les grandes fortunes. Alors, pardon, mais moi je l'ai dit depuis le début, j'ai rien contre M. Bayrou. Mais en juillet, quand il a... Tiens, je vous montre le sondage. Vous avez vu la réalisation? Vous avez vu la réal? Est-ce que vous soutenez cette journée de mobilisation du 10 septembre? Oui, 64%. Non, 20%. Je ne sais pas, et on a le droit de ne pas savoir. 16%. Voilà. Ça, c'est les résultats du sondage qu'on vient de faire. Hop, on revient à un article. Donc ça, je le disais depuis juillet, quand vous demandez des efforts aux Français, il faut demander des efforts à tous les Français. Quand vous demandez des efforts aux retraités, quand vous demandez avec la fin de l'abattement de 10%, avec l'année blanche, le gel des pensions, quand vous demandez des efforts aux salariés en leur demandant de travailler 2 jours de plus, pas pour gagner plus, mais pour gagner pareil, quand vous diminuez les prestations sociales, au nom de l'austérité, de la dette, bah, il faut demander des efforts à tout le monde, notamment aux ultra riches, notamment aux entreprises les plus à l'aise, hein. Et il dit oui, oui, j'y pense, je vais le faire, mais il n'a rien annoncé. Donc c'est ce que dit ici Lacroix.
Le gouvernement a choisi encore une fois de faire travailler les travailleurs et les travailleuses. C'était ému encore les syndicats, par exemple. Voilà. Appelant à un meilleur partage de la richesse, notamment des plus riches. Alors du coup, euh, Lacroix pose la question. Hop, pose la question. Qu'en est-il vraiment? Est-ce que les riches sont-ils vraiment sous-imposés en France? Ont-ils davantage bénéficié de réformes fiscales ces dernières années? Il y a plein de chiffres très intéressants, et en matière fiscale, il faut dire les chiffres, parce que sinon on ne sait pas de quoi on parle. Qui paye le plus d'impôts en France? Allez regarder de plus près, les riches contribuent largement à l'effort fiscal. Oui. Quand 55% des foyers fiscaux sont exemptés de l'impôt sur le revenu, 55%, plus de la moitié des foyers fiscaux, en France ne payent pas d'impôt sur le revenu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas des revenus suffisants. Souvent je dis, notamment au moment du The Event, pour ceux qui ont la chance de payer des impôts, vous avez 66% de déduction de votre don au moment de la déclaration d'impôt. Et on me dit, ah, la chance de payer des impôts. Ouais. Il y a plus de la moitié des foyers fiscaux en France qui ne payent pas d'impôts. Parce qu'ils ont des revenus insuffisants. Hein, et si vous dites à ces gens, bah, écoutez, tu vas payer des impôts, mais tu vas payer des impôts parce que tu vas gagner plus, les gens diront, oh, ok, d'accord. Voilà. Donc on rappelle ce chiffre, 55% des foyers fiscaux ne payent pas d'impôts sur le revenu en France. Ils payent d'autres impôts, ils payent la TVA par exemple, qui est une taxe sur la consommation, qui touche tout le monde. Mais ils ne payent pas d'impôt sur le revenu. Les 10% les plus aisés, hein, assurent les 3 quarts des recettes. Vous avez les 10... Je viens de TASUP a voulu me faire un petit tacle. Et la TVA? Bah, même le temps que tu l'écrives, j'en avais parlé. Et il est trop rapide, il est trop rapide. Il est vieux, mais il est rapide, c'est Valorant ça. Ça développe les réflexes. Eh ouais. Donc les plus aisés, les 10% les plus aisés des foyers français, assurent les 3 quarts des recettes. Les 1%, bon, le chiffre il est important. Les 10% les plus aisés assurent les 3 quarts de l'impôt sur le revenu. Les 1% les plus riches en payent un tiers. Hein, et les 0,1% les plus fortunés en payent 13%. Voilà. Donc il est faux de dire que les riches ne payent pas d'impôts. C'est ce que nous dit Lacroix. Mais, il y a plein de mais. Proportionnellement, toutefois, cette contribution qui semble importante est à relativiser. En 2023, l'Institut des politiques publiques relevait que tous impôts confondus, voilà, la fiscalité française était progressive, hein, jusqu'à des niveaux élevés de revenus. Comprenez, plus vous gagnez d'argent, plus proportionnellement, et c'est normal, vous payez des impôts. Pas seulement en valeur absolue, mais en pourcentage, avec les tranches, système de tranches. Voilà. Néanmoins, et là on parle des ultra-riches. Merci Yotsko. Au sein des 0,1% des foyers fiscaux les plus riches, le taux d'imposition global ne progresse plus, il devient régressif. Il passe de 46% pour les 0,1% les plus riches à 26% pour les 0,0002%. Les ultra riches payent moins d'impôts que les riches, proportionnellement. Pourquoi? Parce qu'ils ont les moyens de s'organiser pour faire non pas de l'exil fiscal, ils n'ont même pas besoin, mais de l'optimisation fiscale. Non, pas évasion fiscale, justement. C'est ça qui est fou, c'est légal. De l'optimisation fiscale. Ils se servent de la loi, des lois existantes, avec les comptables qui vont bien, les avocats fiscalistes qui vont bien pour faire des montages financiers, notamment pour les ultra riches, dans ce qu'on appelle des... Ah, comment ça s'appelle l'entreprise qui chapeaute une autre entreprise, là, et tu fais remonter les bénéfices, comme ça les impose moins, les holdings. Les holdings. Et donc ces ultra riches, on parle des 0,0002%, ils payent moins d'impôts que les très riches. Voilà. En cause, des mécanismes d'optimisation fiscale qui permettent de faire échapper à l'assiette de l'impôt une part importante des revenus du capital. Hein. Les 75 plus grosses fortunes économiseraient ainsi 12 milliards d'euros d'impôts par an. Le travail est assez imposé en France, mais le capital, à un certain niveau, l'est moins. Une situation d'autant plus choquante que tout prélèvement obligatoire confondu, les plus pauvres sont plus imposés que les autres. Alors ils ne payent pas d'IR, comme je le disais, d'impôt sur le revenu, mais ils payent la TVA. Et la TVA, c'est la première recette fiscale en France. C'est pas l'impôt sur le revenu. C'est pas l'impôt sur le revenu qui rapporte le plus à l'État français, c'est la TVA. Et qui paye la TVA? Tout le monde, quel que soit son revenu. Voilà. La TVA que tu payes sur tes courses au supermarché, hein,
Que tu sois riche ou que tu sois pauvre, tu payes la même TVA. Eh oui. Selon le site FIPECO, spécialiste des finances publiques, 10% des plus pauvres en France se retrouvent taxés à près de 95% sur leurs faibles revenus quand on s'intéresse à la TVA, contre à peine plus de 50% pour les 10% les plus aisés. Voilà. Alors après, il y a un système de redistributif, bien sûr, qui permet d'atténuer ce déséquilibre. Après prestations sociales, parce qu'en France, on a quand même des prestations sociales, la charge se rétablit à 44% pour le premier décile et 47% pour le deuxième, ce qui relative la progressivité. Donc il faut aussi penser à la redistribution après. Hmm. Alors, autre question, j'essaie d'accélérer parce que dans un quart d'heure, c'est MVP. Je me dépêche. Mais je trouve que ce sujet est essentiel. Est-ce que Macron a favorisé les plus riches? Les deux mandats du président Macron étaient synonymes d'une baisse massive des rentrées fiscales, estimées à 62 milliards d'euros par la Cour des comptes en 2024. C'est là où la gauche dit Macron, il a creusé la dette. Il y a eu la crise sanitaire, le quoi qu'il en coûte, il y a eu la relance économique, il y a eu le bouclier aussi contre la hausse du prix de l'énergie. Voilà, bon, ce sont des choix que d'autres présidents auraient pu faire. Mais il y a aussi la baisse des impôts, notamment sur les plus riches. Et là, la gauche dit rends l'argent, quoi. Environ la moitié a bénéficié aux classes moyennes grâce à la baisse de la première tranche de l'impôt sur le revenu, à la suppression de la redevance audiovisuelle, à la taxe d'habitation. Euh, mais les plus riches ont bénéficié de baisses spécifiques comme la transformation de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière, qui est beaucoup moins important, l'IFI, la mise en place du prélèvement forfaitaire unique, le PFU, sur les revenus de l'épargne et du capital. Les actionnaires des entreprises ont aussi indirectement été gagnants dans la baisse des impôts de production, les allègements de charges et surtout le passage de 33 à 25% de ce qu'on appelle l'IS, l'impôt sur les sociétés. Au total, le cumul des baisses d'impôts pour les plus riches a atteint 42 milliards d'euros sous Macron, voilà, faisant passer de 45,3 à 42,8 du PIB la pression socio-fiscale entre 2017 et 2024. Quand je dis depuis des années dans cette revue de presse, le président Macron a baissé les impôts, les mecs disent ah quoi, le président Macron a baissé les impôts, qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Bah oui, eh oui, bah oui, le président Macron a baissé les impôts. Un peu pour tout le monde, mais évidemment, plus tu payes d'impôts, plus c'est intéressant. Donc ça fait baisser la pression fiscale dans notre pays, qui reste malgré tout une des plus fortes d'Europe, sauf pour les ultra-riches. Souligne Éric Coquerel, LFI, quand on regarde ceux qui gagnent 256 fois le revenu médian, 500 000 euros par mois, c'est pas les riches, c'est les ultra-riches, 500 000 euros par mois. Le taux de prélèvement est dans la moyenne européenne. De quoi expliquer peut-être que finalement la faible expatriation fiscale des grandes fortunes en France, parce que finalement, pour les très riches en France, finalement, la fiscalité est relativement, on va dire, apaisée, quoi. Mm. Attention, toutes ces mesures ne ciblent pas les ultra riches, mais les entrepreneurs. Je suis moi-même créateur d'une boîte, j'ai une holding, je bénéficie de la baisse de l'impôt sur les sociétés, pourtant je suis loin d'être riche. Oh, on est bien d'accord, on est bien d'accord. Mais là, le débat, c'est, ne nous trompons pas de débat. Le débat là, que lance Lacroix et d'autres, c'est est-ce qu'on taxe l'ultra richesse en France, pas la richesse. La taxe Zuckman, c'est la personne qui vient de me dire ça. Est-ce que tu as 100 millions d'euros de patrimoine? Est-ce que tu as 100 millions d'euros de patrimoine? Non, tu n'es pas concerné. Le débat, il est sur ça. Il n'est pas la taxation sur des riches en France, il y a la taxation de l'ultra riche. Si c'est 1800 foyers, voilà. Si le chef d'entreprise qui vient de nous parler là n'a pas 100 millions de patrimoine, il n'est pas concerné par le débat que nous avons là. C'est juste qu'on parle des chiffres. Voilà. Donc, je vous invite, pour le coup, La Croix, c'est un journal que j'aime beaucoup. Si cette question de la fiscalité en France, qui paye des impôts, en quelle proportion, et notamment les plus modestes et les plus riches, allez acheter La Croix, vous verrez le dossier, il est carré, ça vous fera plein d'éléments de réflexion hyper sympas. J'accélère parce que dans 10 minutes, c'est MVP, à quelques mètres ici, et je vous abandonnerai pour cette méga géniale émission qui fait sa rentrée sur ma chaîne Twitch, MVP, l'émission qui explore les voies professionnelles pour que chacun trouve la sienne, avec ma petite bande de chroniqueurs sympas. Euh, je pensais qu'on n'avait pas le temps d'en parler, mais du coup j'en parle quand même. On a bien fait notre boulot, on a été assez rapide. Demain matin on prendra un peu plus le temps.
Mais je suis content parce qu'en 1 heure, on a réussi à parler de plein de choses. Même si on n'a pas parlé de quelle actualité internationale, vous m'avez dit tout à l'heure, il fallait parler. Et on en parlera demain. Vous m'avez dit le Népal. Ok, demain je creuse le Népal. Alors ça c'est inquiétant. C'est sur la... les sources d'informations dont on dispose en France. Moi, l'un de mes constats, c'est que une des meilleures sources d'informations en France, de qualité, hein, c'est la presse écrite. Je kiffe la presse écrite. Je kiffe notamment les journaux que je vous lis tous les matins, voilà, de fabrication humaine, hein, donc forcément c'est parfois un petit peu, parfois il y a des erreurs, parfois ça bosse trop vite, parfois il y a des, mais globalement le travail du Monde, du Parisien, de Libération, du Figaro, de La Croix, de l'Humanité, de l'Opinion, des Échos, de l'Équipe, les journaux que je lis tous les matins, voilà. Alors je pourrais lire la presse magazine qui est excellente en France, je pourrais lire la presse internationale qui est excellente aussi, je pourrais lire la presse régionale qui est excellente aussi, je pourrais lire la presse sur Internet qui n'est que sur Internet qui est excellente aussi, mais je ne peux pas tout lire, donc j'ai fait des choix éditoriaux. Je vous invite à lire toutes ces presses d'ailleurs, mais après on n'a qu'une vie quoi. Et donc ces journaux sont plutôt ok. Et puis ces journaux nationaux, c'est ce qui m'intéresse, tous les matins ils essaient de traiter de toute l'actualité. Voilà. Donc ils sont intéressants pour ça. Et puis ils ont des regards différents. Le regard de Libération sur l'actualité n'est pas celui du Figaro. Le regard de l'Humanité sur l'actualité n'est pas celui du Monde. Le regard de l'Opinion sur l'actualité, vous avez compris. Bah là, il y a du changement sur le Parisien. Le Parisien a une ligne éditoriale qui n'est pas très claire politiquement. Libé, c'est un journal de gauche, l'Humanité, c'est un journal de gauche, le Figaro, c'est un journal conservateur, l'Opinion, c'est un journal libéral, La Croix, c'est un journal qui est proche des valeurs catholiques, chrétiennes, mais qui ne sont pas si présentes que ça finalement dans ses papiers. Alors le Parisien, c'est un journal quoi? Bon, c'est un journal qui ne revendique pas une couleur politique. Alors vous pouvez lui donner une couleur politique, Axirus. Ah oui, oui, bien sûr. Pardon, excuse-moi. J'étais dans mon truc. Là, attends, il faut changer de t-shirt, parce que c'est pas le bon t-shirt. J'ai un beau t-shirt pour l'émission. Donc je vais me mettre torse nu, mais faut que je sorte de la caméra. Parce qu'on va mettre du... Puis à un moment, il y a du maquillage aussi. On va me maquiller, attendez. Parce que j'en ai marre de me mettre à poil sur Twitch. Hein, c'est bon. Donc je change de t-shirt. Attends, il est là le t-shirt. Là, je suis pas dans la caméra là. Non, oui, mais là derrière. C'est bon là? Ah si. Nouveau tatouage. Oh là là, magnifique. Oui, il est encore un peu rouge. Comme ça, tu vois, après, comme ça, on fait la bascule sans avoir de pause, quoi. J'arrive les amis, hein, je mets un micro pour l'émission. J'aime bien, j'ai mon petit bureau ici. Tout de suite. Ah, regardez, on a posé un petit micro. Merci, je la mettrai. Et le boîtier est allumé déjà? Super. Incroyable. On m'a posé un petit micro pour l'émission qui arrive là. J'ai changé de t-shirt. J'ai apporté un t-shirt tout joli, tout propre pour l'émission. Et donc le Parisien, bon, alors vous lui donnez la couleur politique que vous voulez. Certains vont dire dans le chat, ah c'est un journal de droite. En tout cas, c'est pas un journal de gauche, c'est sûr. Mais là, sa couleur politique va peut-être changer radicalement. Non, c'est pas le même. Non, non, ça c'est un col rond. Il y a des mauvaises langues. Ça c'est un col V. Et là, le tissu est un petit peu plus fin. Il a moins de tenue. Il a moins de tenue. Hein, il va faire des petits plis. Alors là, le tissu est plus épais. Tu vois, on monte en gamme, on monte en qualité. Hein, parce que c'est MVP si tu veux. Je reçois des gens, je reçois Loupiotte, je reçois Simon Puet, je reçois Ludovic B, je reçois Michaud aujourd'hui. Donc, je me mets élégant. C'est du coton haute densité, voilà. Exactement. C'est pas la même chose. Eh oui. Ça rigole, ça rigole. Et donc le Parisien va peut-être changer, va peut-être changer de ligne éditoriale dans pas longtemps. Parce que le milliardaire qui possède le Parisien, qui est M. Bernard Arnault, d'après l'Humanité, va peut-être vendre son journal à un autre milliardaire. Il en a marre de perdre de l'argent. Parce que vous ne le savez sans doute pas, mais un journal, en France, ça perd de l'argent. Les journaux ne sont pas assez lus. Et voilà. Et donc le Parisien perd de l'argent. Et d'après le magazine Challenge que cite l'Humanité, Bernard Arnault va peut-être vendre à qui? Soit à Daniel Kretinsky,
qui est un milliardaire qui, je crois, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois qu'il est d'origine tchèque et qui a acheté beaucoup de médias en France ces dernières années, soit à Vincent Bolloré. C'est ça, il est tchèque? Vincent Bolloré. Vincent Bolloré qui a acheté Canal+, notamment la chaîne d'info CNews, qui a acheté Europe 1 en donnant... Salut Simon! Excuse-moi, hein. J'adore, je me revu de près. Il y a Simon Puech qui est installé déjà, les amis. Voilà. Et donc, Vincent Bolloré qui a donné une couleur politique aux médias qu'il a achetés, on va dire, assez droitière. Mais bien, comment dire, bien quoi. Qui s'est traduit par des départs massifs des journalistes des rédactions qu'il a achetées. Quand il a racheté Canal+ et iTélé, qui est devenu CNews, la quasi-totalité de la rédaction de iTélé est partie, hein, n'étant pas d'accord avec cette ligne éditoriale de droite / d'extrême droite. À Europe 1, pareil. 97% de la rédaction d'Europe 1 est partie, hein, remplacée par des journalistes qui voulaient bien travailler dans ce média. Eh ben, il y a des infos comme quoi Le Parisien pourrait être vendu à Bolloré. C'est l'UMA qui nous dit ça. La rentrée des salariés du Parisien a des allures de cauchemar éveillé, écrit l'UMA, alors que le journal subit déjà une réorganisation chaotique, tandis qu'un plan de départ prévu pour 29 journalistes se solde au final par départ de 50 salariés. Oui, il y a eu le JDD aussi. Oui, le JDD aussi, pardon. Même chose au journal du dimanche, tu as raison. Eh oui, 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 j'oubliais. Bernard Arnault serait en passe de céder le titre, alors soit à CMI, le groupe de Daniel Kretinsky, qui possède déjà Marianne, qui possède Elle, qui possède Télé 7 jours, ou plus probablement, écrit l'UMA, à Vivendi. Oh bah vas-y, comment ça va? Très bien. Alors moi j'aime bien, alors maquillage en direct, voilà. Ça te gêne pas trop? Voilà. Puisque, ah oui, parce que j'ai changé de t-shirt, j'ai mis un beau t-shirt pour MVP, mais on change le bonhomme aussi. Plus beau, un peu moins brillant. Voilà. Ça va? Très bien. Voilà. Ce qui est bien sur Twitch, c'est qu'on vous montre tout, on vous montre les coulisses aussi, quoi. Donc on met un petit coup de poudre. Comme les éclairages sont des beaux éclairages, mais un peu forts, pour une belle qualité d'image, ceux qui font de la photographie savent de quoi on parle, eh bien on se maquille un petit peu. Je me mettrai même un coup de brosse tout à l'heure, on va être magnifique. Désolé, hein, c'est pas facile, ça va? Aucun problème. Je m'adapte. Je ramène la brosse du coup. Comme ça je fais une petite sieste, moi. Oh, moi je l'ai ma brosse. Ah, tu l'as? T'embête pas, c'est adorable. En plus, t'avais une brosse? Oh là 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 là. Et on va être bon. C'est gentil. Voilà. Du coup, un peu. Vous bougez pas, hein? Bah, ils aiment, ouais. Bon, bah, ça les fait rigoler. Ça, ils aiment bien. Ça pour se moquer. Ça... Je lis pas le chat, ça va se moquer, hein. Voilà. Tac. Très bien. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Voilà. Pardon, parce que oui, c'est MVP, c'est une émission un peu... hein, on essaie d'être... voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, donc ce serait Bolloré, le mastodonte des médias, qui a déjà, on l'a dit, Europe 1, et le JDD, et Canal+, et CNews. La Calvas, on peut rien faire. Qui pourrait le racheter. Voilà. Alors pourquoi? Parce que Bernard Arnault, qui a racheté en 2015 le Parisien au groupe Amaury, n'en finit pas d'éponger ses dettes. Entre la hausse du papier, la révolution numérique et la baisse de la publicité, le journal a perdu 33 millions d'euros en 2024. Et il devait perdre 30 millions d'euros en 2025. Voilà. Un journal, un média, ces médias que moi j'aime lire, eh ben, ils gagnent pas d'argent, quoi. Ils en perdent. Ah, Lou! Il y a Lou qui vient d'arriver. Voilà. Donc, alors, la question il est l'heure. Ah oui, il est l'heure. Bon, bah, j'arrête. Bon, j'allais dire la question, c'est pourquoi ces milliardaires achètent ces médias qui perdent de l'argent? Je pose la question, vous avez la réponse. Pourquoi ces milliardaires dont on parle ici? Tous les médias n'appartiennent pas à des milliardaires, hein. Je sais pas, un journal comme Ouest France, par exemple, est totalement indépendant, il appartient à une association. Enfin, donc, mais pourquoi des milliardaires achètent des médias qui leur coûtent de l'argent? Bah oui, vous avez raison. Voilà, pour l'influence, pour parfois imposer une vision, propager une idée politique. Alors, ça dépend. Ça dépend. Dans le cas de Bolloré, c'est extrêmement clair. Hein, clairement, parce qu'avec une ligne éditoriale qui change du jour au lendemain, oui. Oui, c'est l'heure, j'y vais. Mais juste, je finis ma phrase.
Parfois, il y a des milliardaires aussi qui achètent un média et qui le laissent relativement libre. C'est un peu leur danseuse, c'est une façon, bon après tout ça leur coûte pas si cher par rapport à tout ce qu'ils ont, et ça fait quand même chic d'avoir un média, tu vois, dans le groupe, voilà. C'est une façon aussi de montrer qu'on pèse, un peu, et que même si on ne demande pas spécifiquement aux médias de faire passer des messages très précis, eh ben on estime qu'on va peut-être être plus facilement reçu, voilà, par certaines personnes, notamment certains politiques. Quand on a un média, voilà, c'est une façon de peser. Voilà. Donc il y a différents comportements. Il y a des propriétaires de médias qui sont extrêmement intrusifs, très présents dans la gestion du média, comme Bolloré, et d'autres qui le sont moins, parce que finalement, bah, ils ont déjà l'outil d'influence, ils sont pas forcément obligés d'intervenir beaucoup, mais voilà, donc voilà, pour répondre à la question. Bon, je vais très très vite ce matin, puisque c'est l'heure d'MVP. Je vous signale, dans plein de journaux ce matin, un vrai coup de cœur pour un film qui arrive là sur les écrans, parce que c'est mercredi, qui s'appelle Sirat, qui est manifestement un film magnifique. J'ai pas le temps de regarder la bande-annonce avec vous, vous irez la voir. Odyssée métaphysique dans le désert marocain, c'est dans le monde des toughers, hein, des free parties, tout ça, au Maroc, mais ça n'est pas que ça, mais c'est une réflexion sur les rapports fille-père, sur plein de choses. Voilà, ça donne envie de le voir. Voilà les amis. Bon, je vois Lou Piot, je vois Simon Puech, je vois Ludovic B installé dans le nouveau décor de MVP, Ma Vie Pro, l'émission qui explore les voies professionnelles pour que chacun trouve la sienne. Donc, je vais lancer le jingle dans une seconde, mais d'abord, qu'est-ce qu'on a à faire? On a changé de t-shirt, on s'est maquillé, on se coiffe. Vous ne voyez pas la différence, moi je la vois. Les amis, on va faire un truc incroyable. C'est la première fois qu'on fait ça. Attention. Il faut que je garde aussi mon... Hop. Donc je déplogue ça. Voilà. Ça parce que la tablette, j'en ai besoin pour l'émission. Je mets mon oreillette. Voilà. Il faut que j'emmène mon iPad et ma batterie. Voilà. Et la régie va nous envoyer... Ouais, je t'entends bien. Il y a Paul, le rédacteur en chef de MVP, qui vient de me parler à l'oreillette. Voilà. Et je vais envoyer le jingle de MVP. Attention. 3, 2, 1. Je t'ai vu, hein, toi qui dis il n'y a rien à coiffer, je t'ai vu. Hein. 3, 2, 1, jingle.